Est-ce que cette année, c'est le nouveau roi de l'autonomie électrique et combien obtient-on déjà pour une Mercedes d'entrée de gamme, la CLA, disponible ici aussi bien en essence qu'en version tout électrique? Et il n'utilise pas la plus grosse batterie, mais grâce à l'efficacité, quelle autonomie peut-on quand même atteindre? Aujourd'hui, Road Trip pour vous, test longue portée, voir comment ça tourne selon divers niveaux d'efficacité. Qu'est-ce qu'on consomme? Quelle est l'autonomie réelle de celui-ci? Et bien sûr, on va aussi faire des tests de charge pour vous maintenant avec Thomas sur AutoGFuel en 4K plein écran et en intégralité. On y va ici avec la CLA 350, version Top EV avec la calandre fermée. Ensuite, tu as ces étoiles éclairées. Tu peux aussi les avoir, c'est assez spectaculaire la nuit. Franchement, la seule chose qui me plaît moins, c'est qu'on a un peu ces deux grosses pièces. Il se passe beaucoup de choses à l'avant avec toutes les lumières. Ils utilisent tellement d'étoiles maintenant, même dans les feux de jour eux-mêmes. C'est le multi-beam LED, tu vois, ça, cette fonction supplémentaire des feux de route, vraiment en quelque sorte. Et celle-ci, au fait, n'a pas la fonction où tu peux juste appuyer sur le logo pour ouvrir le capot. C'est nouveau, par exemple, avec la GLC UQ ou la C-Class, tout électrique, mais il faut quand même penser que la C-Class électrique coûtera encore genre 20 000, 25 000 euros de plus que celle-ci. Alors, il faut l'ouvrir de l'intérieur, ce frunk, et voilà, il est en fait assez grand, donc ça ici, genre une sacoche pour câble, mais sans ça, il pourrait même loger des bagages, ouais, mais bien sûr aussi les câbles, si vous voulez. Donc voilà, belle couleur rouge vif aujourd'hui et la longueur ici est de 4,72 m, un peu plus longue que la génération d'avant. Et ici, vous pouvez voir ce look façon coupée, vraiment étiré. Et la valeur de CD est de 0,21. Dans la configuration idéale, si vous évitez les options et optez pour les plus petites roues, 17-19 pouces, il s'agit donc précisément de jantes de 19 pouces. On ne peut donc pas maintenir cette valeur maximale du coefficient de traînée dans ce cas, mais visuellement, c'est mieux. Elle a une suspension de base en acier. Donc la question, bien sûr, c'est aussi, est-ce qu'on a toujours du confort en conduite? On va vous emmener faire un tour pour vous le montrer. Puis on a la trappe de charge ici et elle peut avoir deux batteries, soit 58 kWh LFP, la version de base, soit la plus grosse, la NMC qu'on a ici, qui fait environ 85 kWh. Et oui, comme je l'ai dit, pour aujourd'hui, pas la plus grosse, mais pour ce tronçon, c'est nickel, 11 ou 22 kW en AC. En pic en courant continu, on a vu des chiffres au-delà de 300 kW, parfois 320, parfois même plus. Ça va être intéressant. 22 minutes pour passer de 10% à 80% d'état de charge, c'est le chiffre officiel. Je peux déjà vous dire, nous avons déjà réalisé un test, une charge rapide sans préconditionnement, parce que cela m'intéressait aussi. Et je l'ai juste branché, tu sais, il était vers 30% de charge et il est directement monté à 140 kW. Et sans que la batterie soit conditionnée pour ça, c'est déjà un assez bon résultat. Et plus tard, pendant l'essai, on voudra faire un autre test où on laisse vraiment la batterie se décharger. La chauffer un peu, etc., puis la recharger. En fait, on est un peu en chemin, tu sais, depuis le centre de l'Allemagne jusqu'à Hambourg. Et là, en ce moment, on est déjà sur la route pour Hambourg. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de rouler le plus efficacement possible, max 130 km/h, max 80 miles à l'heure. Et au retour, là, on écrase vraiment l'accélérateur German Autobahn pour voir si on est plus rapide comme ça et quelle est la différence de consommation, etc. Des chiffres très intéressants, promis. À l'arrière, on voit qu'on joue beaucoup avec la lumière. C'est relié ici donc. Et encore une fois, on joue avec cette structure ici. Donc 4-matic, ça veut dire qu'on est en overdrive, un moteur électrique à l'arrière, un à l'avant. Et le chiffre d'accélération ici est de 4,9 secondes. Vous pouvez aussi avoir les versions de base qui n'ont qu'un seul moteur électrique. Elles affichent 7,5 et 6,7 secondes. L'autre forme de châssis, d'ailleurs, c'est le Shooting Brake. Il est aussi dispo à la fois côté essence et côté électrique. Et bien sûr, le coffre est plus modulable et la ligne de toit est un peu différente. À l'intérieur, écoutez la porte se fermer. J'ai entendu mieux chez Mercedes, ça c'est sûr, mais il y a quand même un peu de ces sons de fermeture de porte classiques à la Mercedes. Tu vois ce que je veux dire? Et là, vu que c'est sans cadre, ça sonne bien. Tu vois ce que je veux dire? C'est que quand elles sont sans cadre, c'est toujours plus dur d'avoir un son de fermeture de porte vraiment solide, et pour ça, c'est encore une fois bien ici, avec ces poignées.
Le truc, c'est qu'avec cette intégration affleurante, j'en suis pas le plus grand fan, franchement. Mais au moins, quand elles sortent, elles sont physiques. Donc, à l'intérieur des portes, on a la finition AMG Line extérieure et intérieure. C'est du simili-cuir haut de gamme, très bien rembourré. C'est aussi superbe. Ce mariage noir et blanc est très attirant, je trouve. On peut bien sûr en choisir d'autres. Elle bouge encore, mais il n'y a pas de bouton de chauffage des sièges, dommage. Et oui, ça a beaucoup fait débat qu'il n'y ait que 2 manettes de fenêtre et tu appuies sur Rear, puis tu peux contrôler celle de l'arrière. Certains disent qu'ils se trompent entre l'avant et l'arrière et apprécient cette solution simple. D'autres disent j'achète une Mercedes à 70 000 euros et je n'ai que 2 manivelles de fenêtre. Donc il y a clairement ces 2 façons de voir. Sur la CLA, il n'y a pas encore d'alternative sans cuir animal au volant, mais ils ont déjà proposé d'autres modèles. Sur l'AMG, tu as 2 branches, sinon une seule. C'est toujours la solution capacitive au volant, mais elle finira par disparaître. Donc, quand tu commanderas une nouvelle CLA maintenant, tu auras de nouveau ce rocker et ce roller, ces molettes physiques dans les lettres supérieures du volant, c'est une bonne évolution. Mais les premiers modèles avaient quand même ces sliders en haut. La partie inférieure restera inchangée. La partie supérieure aura de vraies molettes. Les sièges, ici, donc le siège sport de la ligne AMG, le siège de base est différent sur la partie haute parce que celui-ci a un appui-tête intégré. Il est quand même un peu réglable, au moins, et ensuite, il y a différents renforts latéraux, par exemple. Mais la profondeur d'assise, ici en bas, restera strictement la même, quel que soit le siège choisi. Voyons le confort là, ici microfibre à l'intérieur, cuir artico juste à l'extérieur. Et je dirais que ce sont très probablement les sièges les plus largement appréciés pour la CLA. Et certains d'entre vous qui ont déjà commandé la CLA me l'ont d'ailleurs dit. Et la hauteur sous plafond ici est... jusqu'ici c'est juste, mais jusqu'au toit en verre, c'est en fait correct avec 189, 642. Et les sièges, eux, sont en fait corrects, mais je dirais que pour les personnes grandes, Il faut toujours essayer un siège avant parce que les batteries en bas et la position des pieds ici, c'est un peu juste. Ce n'est pas le plus grand des Mercedes, évidemment, même s'il est déjà assez long. Si vous êtes un peu plus grand que moi, testez d'abord l'assise chez le concessionnaire. Je dirais oui, quand tu en vois une d'occasion quelque part, parce que c'est clairement pas le modèle Mercedes le plus confortable, surtout pour les grands. D'autres le voient différemment. Je peux juste dire ce que je ressens sur ma posture. Et là, au fait, le volant haut et bas, près et loin, c'est le réglage manuel. Et bientôt, on va... Ah, mais ce qui est vraiment cool, c'est que, genre, quand tu le bouges, tu sens à quel point le mécanisme derrière est fluide. Ouais, j'adore ces détails en tant que passionné de voiture. Bienvenue dans le cockpit de la CLA, c'est écran, écran, écran. L'écran passager ici est optionnel, tu n'es pas obligé de le prendre, sinon tu aurais genre un motif en étoile ici, du côté droit. Les écrans sont grands, oui, mais les bordures noires restent quand même assez larges. Celui-ci ici à Hambourg, toujours sympa de voir cette vue sur la carte, c'est un peu le centre-ville. Le quartier portuaire est intéressant. Ça vaut vraiment le coup d'y aller quand on est en Allemagne. Ensuite, on a le menu principal comme ça. C'est super facile à suivre parce qu'il y a de grosses icônes. La température est toujours affichée ici en bas. Il est assez petit. Ils auraient dû le grossir. Parfois, pour accéder au chauffage des sièges, il faut aller dans un autre menu. Sauf si tu utilises la commande vocale pour ça, là. je suis pas trop chaud pour qu'on utilise la commande vocale pour tout. Les instruments numériques sont donc à gauche, et tu peux aussi avoir différentes vues. Le truc ici, c'est que quand tu utilises ces curseurs en bas, ouais, c'est parfois un peu chiant parce que tu te retrouves à monter alors que tu voulais juste aller de côté et tout ça. Il y a un cadre pour l'affichage tête haute en haut. On peut activer ce petit HUD. Ici, côté conducteur, la prise en main du volant est assez bonne. Encore une fois, j'ai hâte d'avoir les versions qui ont des molettes physiques en haut, mais celles du bas resteront. Hashtag Capacity FBS. Pas beaucoup d'interface physique. Pas une interface physique très développée ici. Comme vous pouvez le voir pour les indicateurs ici, c'est tout. Mais en bas, il y a aussi, par exemple, un curseur de volume. Donc, j'ai vu de meilleures solutions là. Les bouches d'aération ne sont toujours pas, vous savez, électriques, comme on le voit chez tant de constructeurs de nos jours. Donc, je pense que ça me va, en fait. Pour la console centrale, ici, on peut choisir différents éléments de décor. Honnêtement, celui-là a l'air un peu cheap, faut que je le dise. Et là, ces porte-gobelets se déplient, mais ils ne tiennent pas vraiment les bouteilles.
Ils ont introduit sur des phases récentes comme la S-Class un tout nouveau design à 4 points. Je l'aurais voulu aussi, celui-ci, ouais, un peu pâteau, franchement. Et ici, assez doux pour ton coude, séparation typique Mercedes. Ensuite, tu as plus d'espace en dessous. Les chargeurs USB-C ne sont pas juste deux à l'avant, mais pas là à l'avant, parce qu'ici à l'avant, il y a une plaque de charge à induction. Les chargeurs USB-C sont en fait situés sous cette console centrale. Et ensuite, vous pouvez soit simplement l'utiliser comme ça, soit chercher ce petit trou ici et tirer un câble depuis dessous pour le faire passer très facilement, sans effort. Et ça a beaucoup été discuté. Pourquoi ferait-on ça? Bon, la recharge par câble, c'est Salut, je suis le câble. la charge par câble est plus rapide que la charge par induction et le téléphone ne chauffe pas autant. Donc, je pense qu'au moins c'est bien qu'ils proposent cette solution. Parfois, je demande aux fabricants, ouais, je veux dire, si vous les mettez tout en bas, pourquoi vous ne l'avez pas fait en haut dès le départ? Et puis parfois, ils disent, ouais, il n'y avait pas vraiment assez de place pour genre les ports de charge là. J'en suis pas si sûr. Ou si c'était du genre, hey, presque plus personne ne recharge avec un câble maintenant. Moi si. Et peut-être que certains d'entre vous aussi. Et bien sûr, il faut qu'on parle du système Audio Bomista ici. Et vous pouvez choisir cette option intensive maintenant, surtout pour la musique électronique. Et avec ça, franchement, la qualité du son est tout simplement exceptionnelle, vraiment. Et pour être sûr, on l'a testé sur une Mercedes S-Class. Vous pouvez déjà voir le restylage de la S-Class en ligne. Et le truc, c'est que ce nouveau système audio Burmester de la CLA de nouvelle génération est meilleur que le Burmester standard de la Mercedes S-Class. Celle-ci, à chaque fois qu'on écoute des chansons très émouvantes, on a la chair de poule partout. C'est à ce jour, de loin, le meilleur système audio que nous ayons eu dans l'industrie automobile. Et d'une façon ou d'une autre, cette voiture offre peut-être une bonne acoustique toute seule. Je ne sais pas vraiment. Et on a même testé ensuite le optionnel, pile 700 watts, plus de 30 enceintes, le Burmester Sound System dans la S-Class, parce que là, ils en ont deux différents. Ça aussi est bien sûr incroyable, mais là, on n'a pas vraiment remarqué de grandes différences. Franchement, c'est encore un peu orienté. Je ne sais pas trop pourquoi, ni vraiment ce qu'ils en ont fait. C'est surtout une question de la source, mais cette combinaison dans cette voiture avec ce système, elle est juste vraiment impressionnante. Exceptionnelle, je ne le dirai jamais assez. Et l'IA, elle partage le même avis. Et on va bientôt le retester dans la GLC UQ, qui a aussi les woofers de nouvelle génération, et voir si c'est pareil ou si c'est vraiment lié aussi à l'acoustique de cet habitacle, d'une façon ou d'une autre. Je sais pas. Mais je peux te dire, si tu achètes cette voiture, t'es un peu obligé de la prendre. C'est presque l'argument de vente de cette caisse, tellement c'est bon. Bon, les sièges arrière, enfin, l'espace pour la tête, c'est enfin, ouais, c'est confiné, mais en vrai, ça marche. Ce toit vitré est toujours fixe. Voilà, tu ne peux pas avoir de toit fermé, hein. Et la protection solaire est déjà intégrée. Elle marche, oui, mais quand même, il fera toujours plus chaud avec un toit en verre, même s'il y a des couches supplémentaires. Et en option, on peut aussi avoir ces petites étoiles dans le toit, là où il y a l'éclairage d'ambiance et tout ça. Il y a une grande différence entre la CLA essence et la CLA électrique. Elle ne dispose pas de repose-pied. Ici, la batterie est en bas et ça se voit surtout bien à l'arrière. Regarde ça, l'angle ici, là où j'ai les genoux en fait. Du coup, pour les grandes jambes, c'est vraiment moins agréable qu'à l'arrière à cause de la hauteur des pieds. Ça va encore ici pour les jambes. Tu peux t'asseoir ici comme aux toilettes. Ça marche, oui, mais c'est pas très agréable. Les sièges, eux, sont en fait corrects. C'est juste que les pieds devraient être plus bas. Des bouches d'aération en turbine ici au milieu et des chargeurs USB-C aussi à l'arrière. Un bel éclairage d'ambiance tout autour. J'aime aussi que la porte arrière, vue de l'intérieur, soit vraiment très bien recouverte de cuir rouge. Donc, c'est plutôt sympa. Vitre sans cadre aussi à l'arrière. Niveau qualité des matériaux, ça va en fait. Seulement du plastique dur ici à l'intérieur, Isofix de chaque côté, et tu vois que tu as cette configuration de siège sport avec la microfibre ici sur cette AMG Line, aussi pour les sièges arrière. C'est plutôt chic en fait. On n'a pas encore parlé du prix d'ailleurs. Donc, vous commenceriez avec une petite batterie à moins de 50 000 euros. Mais si vous prenez la batterie plus grosse, ici, la NMC,
Et aussi ce qu'on voit ici, la ligne AMG à l'extérieur, à l'intérieur, et toute la full spec. Vous pouvez aussi grimper à 70 000, 75 000 euros pour le coffre. On va regarder un peu. Ils n'ont pas d'ouverture de type fastback. Je pense que ça aurait été mieux. Et toi, qu'en penses-tu? 405 litres. Là, ça tient encore verticalement, même si on s'approche des limites. Ici, l'extérieur, tu peux l'utiliser pour un X, pour bottes liache. Ensuite, 1 mètre, 40 pouces, où ça devient plus étroit. Et la longueur, c'est aussi environ 1 mètre, 40 pouces. Et la hauteur ici, seulement 19 pouces, soit 45 cm. C'est vraiment pas tellement beaucoup du tout. Et en dessous, là, tu peux voir, il y a encore un petit espace. Pour rabattre les sièges, il n'y a pas d'ouverture à distance, faut faire le tour. La seule chose positive, c'est qu'on a un peu plus de lumière. Voilà. Voyons voir. Quelle longueur totale on peut vraiment obtenir ici? Je veux dire, c'est pas un véhicule si court, hein? Donc, jusqu'au siège de devant, là-bas, on est à environ 1,78 m ou 70 pouces en mode sport. Ouh, c'était vraiment facile, là. Ça allait de 30 à 120. Enfin, c'est largement suffisant. Là, avec la CLA 350, la version la plus puissante pour le moment, et vous avez aussi vu que les changements de vitesse arrivaient assez tard. D'habitude, il passerait les rapports plus tôt, sauf si vous poussez à fond jusqu'au bout. Donc les changements se font plus tard pour obtenir la performance maximale, sinon ça passe vers les 80-90 km/h et tout ça. Et on a des roues de 19 pouces ici, donc ce sont les plus grosses dispo, donc le réglage le plus inconfortable que tu puisses avoir. Si tu veux plus de confort, tu restes sur des roues un peu plus petites. Ouais, mais ils se comportent surtout là, genre sur des vagues. Ouais. Alors ce qu'on va faire, on a déjà fait quelques mesures pour des vitesses genre 100 et 130 et maintenant on va rouler jusqu'à Hambourg. Presque 400 km, 250 miles. On va continuer la route là-bas. 370. Ouais, pour être tout à fait précis. Very precise. Oui, comme on est allemand, on doit vraiment l'être. Et on va donc. Essayez de rester aux alentours de 130 km/h maintenant, parfois un peu plus Yeah. pour doubler, mais pas se lancer dans une vraie course pour voir jusqu'où on tient niveau autonomie, si on peut le faire aussi avec une seule charge. Et ensuite le trajet de retour. Quand ça a bien marché, on a tenté ensuite d'aller rouler un peu plus vite. On peut vraiment voir ce que ça donne. Mais enfin, les premiers chiffres que je vois ici sur le système d'infodivertissement promettent un véhicule très très efficace. Donc, on dirait vraiment que celui-ci est l'un des rois de l'efficacité sur la route en ce moment dans le segment électrique. Ces chiffres vont bientôt arriver, je suis vraiment très impatient. Maintenant, nous sommes bien à Hambourg. C'est au fait la gare centrale. Et oui, ils ont de très beaux et vraiment très jolis bâtiments pour nous ici même à Hambourg. Et nous avons maintenant parcouru presque 380 km et ça indique qu'il nous reste 130 km. Donc, au total, le calcul de la voiture ici indique qu'on peut rouler 500 km, environ 300 miles de 100 à 0. Et c'était en roulant au maximum à 130, 140 km à l'heure, au maximum autour de 80 miles à l'heure sur l'autoroute. Mais on faisait toujours ça quand on le pouvait et c'était assez souvent. En Allemagne, oui, vraiment là-bas, tu sais, Yeah. ouais, il n'y avait pas trop de trafic. Et donc on a environ 17 kWh au 100 km sur tout le trajet. Ça fait environ 3,7 miles par kilowattheure, donc très très efficace. Et je veux dire, ce n'est pas la plus grosse batterie, mais ça veut dire qu'on peut partir sur une batterie de 85 kWh. Sur une autobahn allemande réaliste, 500 km, soit 300 miles, c'est un Really cool. résultat très impressionnant. Et bien sûr, nous avons également remis entièrement à zéro uniquement pour 130 et 100 km/h pour vous. Ouais, c'est assez intéressant. On a remis à zéro puis roulé à 130 km/h. Ou 80 miles à l'heure, on a eu à peu près le même résultat, 18 km à l'heure, donc 3,7 miles par kilowattheure aussi. La raison, c'est qu'on a surtout roulé ici sur l'autoroute. La moyenne globale est légèrement plus faible parce qu'on se retrouve parfois coincé dans la circulation. La moyenne chute vite,
Donc l'autonomie réaliste serait d'environ 470 km ou 290 miles à cette vitesse-là, tu sais, à haute vitesse. Et puis à la vitesse la plus basse, 100 km à l'heure, 60 miles à l'heure, on est même seulement à 13 kW à l'heure. Ça reste acceptable vraiment. Ça veut dire en réalité que quand vous roulez à ce genre de vitesse, vous pouvez avoir une autonomie réaliste de 650 km ou 410 miles. Donc c'est vraiment l'un des véritables rois indiscutables de l'efficacité en ce moment, et c'est vraiment super, super intéressant. Et ouais, c'est aussi pour ça que, en général, c'est l'un des modèles EV les plus prisés en ce moment, si la position de conduite est assez bonne quand tu es grand, clairement. Et on va bientôt aussi faire un essai comparatif avec la classe C électrique et te dire si, genre, le surcoût vaut le coup. C'était un trajet épuisant, surtout pour l'IA qui conduisait, et en plus, elle mettait un peu les gaz. Des fois, à 180 km à l'heure te montrera que l'IA roulait plus vite que moi. C'est ça, ouais. Et ça voulait dire, bien sûr, d'un côté une conso plus élevée, mais c'était quand même super efficace. Mais après, on a aussi eu pas mal de bouchons et tout ça. Du coup, on a consommé genre 3 kWh et 1 km de plus. C'est juste un peu de plus. Même sans conduire très efficacement, tu peux quand même aisément parcourir plus de 400 km, plus de 250 miles, même à grande vitesse sur l'autoroute. Et en plus, ce sera aussi pire niveau météo au retour. Maintenant, on a aussi préconditionné la batterie, 13% restant. Voyons ce qu'on peut obtenir ici à la borne de recharge. Elle peut monter jusqu'à 400 kW. Bien sûr, la voiture est officiellement à 320 kW, mais voyons ce que ça donne. Maintenant, on l'a branchée. Regardons ici, à 13%, ça démarre à 120 kW. Ça devrait augmenter bientôt, j'espère. Et là maintenant, on est à 250 kW. Ouais, je pense qu'on peut déjà bosser avec ça. Ça dépend toujours, bien sûr, de la température réelle de la batterie. Donc on était aussi un peu coincé dans le trafic. On a activé le préconditionnement il y a genre 20 minutes, quelque chose comme ça. Ouais, je pense qu'on peut déjà bosser avec ça, non? Là d'ailleurs, vu de l'intérieur, ça donne ça. Sympa aussi comme constat. Là, au bout de 13 minutes, on est déjà au-delà de 60% de charge et maintenant ça redescend ici en dessous de 150 kW. Donc je veux dire, on n'a pas les plus gros pics, mais cette courbe de charge reste quand même assez stable. On peut aussi le voir juste là. Ici, là ça décroche en fait. Ouais, voyons jusqu'où on peut atteindre, jusqu'à 80. Pourcentage d'état de charge, mais pour l'instant, ça a l'air plutôt bien. Ici, on est passé de 13 à 80% en 21 minutes. Je pense que globalement, bon résultat. Donc en ces 21 minutes, on a chargé presque 64 kWh et maintenant à 80, on est encore à 100 kW. Donc la moyenne globale est toujours très bonne. Ici, 175 kW est la moyenne de toute la courbe de charge. Dites-moi ce que vous en pensez à propos de La toute nouvelle Mercedes CLA dans notre test d'efficacité électrique. Et maintenant, découvrez d'autres modèles électriques récents de Mercedes.